Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. On démarre tout de suite avec les audiences accordées par le président de la République hier jeudi. Audience accordée donc au président général électrique général, Geoffrey Immelt. Il a été question au cours des échanges entre Alassane Ouattara et Geoffrey Immelt des projets d'investissement du géant américain en Côte d'Ivoire. 30 milliards de francs CFA d'investissement annoncés. Les domaines de l'éducation et de la santé ont également été évoqués lors de cet entretien entre les deux hommes. La 8e conférence des présidents des assemblées nationales et de sections de la région Afrique se tient en ce moment à Libreville. La démocratie et les questions environnementales de la zone francophone de l'Afrique au cœur des débats. Le chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, y participe et Michel Digré, envoyé spécial pour la RTI, revient sur les enjeux de cette rencontre. Les présidents de parlement et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en conclave à Libreville. Pour cette conférence, la 8e du genre, c'est le président du Parlement du Gabon qui a livré les enjeux de ces assises. Les thèmes inscrits à l'ordre du jour de la présente rencontre, à savoir défis et espoirs de la COP 21 pour l'Afrique, et médias sociaux et le développement démocratique en Afrique francophone soulèvent des questions cruciales de notre ère. Le premier sujet nous permettra de faire le point de la participation de l'Afrique à la conférence parlementaire sur les changements climatiques qui a eu lieu à Paris en novembre 2015. Le second, quant à lui, nous donnera l'occasion de poser les jalons d'une discussion sur le rôle des médias sociaux, sur le développement et la démocratie en Afrique. Les réflexions sont ainsi ouvertes pour relever les défis environnementaux et ceux de la contribution des médias, notamment des réseaux sociaux, dans le jeu politique. Cette première journée a débuté par un rapport d'activité de l'APF Zone Afrique de juillet 2015 à ce jour. La situation politique et sociale dans les pays d'Afrique francophone a été dressée. Les travaux s'achèveront ce vendredi par l'adoption de résolutions qui devront faire bouger les lignes sur les questions environnementales et celles de démocratie en Afrique francophone. Elles seront célébrées dans quelques jours, le 8 mars, Journée internationale de la femme. À 4 jours de l'événement, notre reporter Chantal Akonda prend les devants. Elle a décidé d'aller à la rencontre de ces femmes pionnières dans leur activité. Ces femmes qui exercent des métiers généralement dévolus aux hommes et qui ont réussi à s'y faire un nom. Quel est leur secret? Suivant notre guide. Centre hospitalier universitaire, CHU de Cocody. Nous sommes au service de la médecine légale. Ici, s'exerce un métier généralement dévolu aux hommes, celui de médecin légiste. Contre toute attente, le responsable des lieux est une femme. Elle y travaille depuis 20 ans. Ici, nous nous trouvons à l'Institut de médecine légale, qui est un institut qui fait beaucoup de thanatologie, c'est-à-dire qui traite beaucoup sur les causes et les circonstances du décès d'un individu. Donc, étude de la mort, donc à partir d'un cadavre entier frais, un cadavre en décomposition et même nous faisons des autopsies donc sur le squelette également. Depuis quelques années, une autre femme médecin légiste est à ses côtés dans ce service qui compte aujourd'hui 4 hommes et 2 femmes. Derrière ce que nous faisons, on donne quand même de la considération aux familles, la joie aux familles. Ils arrivent à faire leur deuil après nos conclusions. Autre décor, autre métier. Aïssatou Cissé est présidente directeur générale d'une entreprise de transport. Sous ses ordres, ce sont plus de 60 personnes, dont 30% de femmes qui travaillent au quotidien. Pour exercer dans cette activité ou dans toute activité où on a tendance à dire que c'est des activités assez dures et qui sont réservées aux hommes, le conseil que je donnerais aux femmes, c'est d'avoir beaucoup de rigueur dans ce qu'elles font, qu'elles croient en elles. On est confronté à des situations des fois où on essaie quand même de comprendre. On a marqué notre territoire
en nous professionnalisant dans ce secteur. Julie Olga fait partie des 30% de femmes que compte cette société de transport. Elle est mécanicienne, elle répare les cars en panne. Les cars, quand ils viennent le matin, ils viennent déclarer les pannes. Et ils viennent déclarer les pannes, je note. Et puis maintenant, en fonction de ça, je viens voir les mécaniciens aussi. Je leur explique la panne du chauffeur et puis en fonction de son travail. Je peux aussi encourager aussi nos sœurs aussi à exercer ce métier-là. 2 tableaux qui peignent des femmes qui font partie des pionnières dans leur secteur d'activité. L'une est la première femme médecin légiste en Côte d'Ivoire et l'autre fait partie des rares femmes à exercer dans le transport en commun en Côte d'Ivoire. Des métiers qui généralement sont réservés aux hommes. C'est pourquoi, chaque 8 mars, le monde entier célèbre la Journée internationale de la femme pour encourager les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes. C'est aussi l'occasion d'appeler à des changements en faveur du genre. Ce qui explique le thème retenu cette année, Planète 50-50, d'ici 2030, franchissons le pas pour l'égalité des sexes. Merci, Chantal Ankanda. Elles ne sont malheureusement plus de ce monde, mais elles restent présentes dans le cœur de leurs proches. Elles, c'est 7 femmes fauchées par la mort le 3 mars 2011. Vous vous en souvenez certainement. Ces femmes atteintes par des obus lors donc de la crise post-électorale. Leurs parents ont décidé de pardonner, mais à une condition, que justice soit faite. Rond-point du Banco, dans la commune d'Abobo, théâtre du drame qui a vu la mort de 7 femmes emportées par des obus. C'était le 3 mars 2011. Le sang des corps des victimes giclait tellement que la route est restée marquée pendant des jours et des semaines, malgré la pluie et le soleil. Aujourd'hui, jour de commémoration, quelques-unes des rescapées qui ont pris part à la marche déposent des gerbes de fleurs sur les lieux du drame. 5 années se sont écoulées, mais le souvenir lui est resté frais et vivace dans les esprits. Ce jour-là, le 3 mars, nous sommes sortis, c'était pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Et là, d'autres sont tombés, et là, aujourd'hui, d'autres ont des séquelles, d'autres ont encore des balles. Vamara Sako est l'époux de l'une des victimes. Il a accepté de tourner la page, mais à une condition. Vraiment, il faut que la justice soit faite, parce que jusqu'à aujourd'hui, moi-même, je ne suis pas encore marié. Ça fait 5 ans. Parce que ma femme qui est partie, elle me coûtait très cher. Dans la famille de feu Mayemukone, une des 7 femmes tuées, se tient une cérémonie d'hommage et de prière. Que d'émotions. Bamba Nachami. Ouattara Oukia. Touré Adjara. Sila Malon. Koulibaly Ami. Koulibaly Fatoumata. C'est laquelle nous nous retrouvons ce matin. Chers enfants, après votre disparition, le président élu Alassane Ouattara a été investi en juin 2011. Du fond de votre tombe, priez pour la nation, priez pour vos parents, priez sérieusement pour le président de la République qui a tant fait pour vos parents. Comment pouvons-nous comparer au sang des êtres humains qui a coulé sur la terre de la Côte d'Ivoire à du vice? C'est triste. Oui, c'est triste. Et c'est très malheureux. Le juste juge, il s'appelle Dieu. Il s'appelle Allah. Il sera jugé et il sera récompensé. La ministre de la Solidarité est à leur côté. Mariatou Kone rassure les parents des victimes quant à l'appui du gouvernement. L'indemnisation est en marche. Ça a commencé depuis le 4 août 2015. Le lancement a commencé avec le président de la République lui-même. 3500 personnes qui ont perdu la vie ont vu leurs parents recevoir quelque chose. Symboliquement, 1 million par vie perdue, c'est peu, mais en même temps, c'est montrer la compassion de l'État. Mais de façon intégrale, 1000 personnes, 1000 blessés sont pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire, prise en charge médicale et prise en charge psychologique. Ça fait 4500 personnes. Réparation d'accord, mais vérité d'abord. Les rescapés de la marche et les parents de 7 femmes tuées attendent que la lumière soit faite sur le drame du 3 mars
2011. Voilà un reportage signé Ben Touré et Abou Sanogo. Les communes de Marcory et de Koumassi ont reçu jeudi la visite de Anne Loto. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement veut prévenir les dégâts avant donc la grande saison des pluies. Les zones d'évacuation d'eau pluviale bouchées par l'action humaine seront tout simplement dégagées, a-t-elle annoncé. Alexis Ouedraogo. Cap sur Abidjan Sud ce jeudi dans les communes de Marcory et Koumassi. Anne Loto a entendu les habitants du secteur dénoncer un manque criard d'assainissement. Petite escale avant de démarrer la visite chez son collègue Dosso Moussa, lui aussi touché par ces nuisances. Tout le monde s'est mis à faire des immeubles. Du coup, l'assainissement qui a été fait pour des résidences privées, aujourd'hui se trouve en deçà des capacités qu'il devrait avoir pour supporter de tels immeubles. Voilà. Odeur fétide, inondation en période de pluie. Les techniciens de l'ONAD indexent cette maison dont un pan recouvrirait un canal qui doit drainer les eaux pluviales. Monsieur Silla, propriétaire des lieux depuis 1984, accepte d'ouvrir les portes de sa maison. Le mal, indique-t-il, est plus profond. Il voulait faire un centre sportif, tennis, football, sur la lagune. Alors, un jour, je suis là, je vois des tracteurs qui passent devant moi, alors que la lagune devait empêcher de permettre à 25. Bon, déjà, on avait avancé 10 mètres et lui, il a commencé à avancer. À mon retour de mission, il a avancé. Je vois qu'il a avancé. Pour résumer, les habitants de cette berge lagulaire l'ont remblayé de plus de 30 mètres pour étendre l'espace de leur domaine et du coup réduit l'efficacité du canal. Le canal des eaux pluviales, qui est en principe connecté à la lagune pour déverser, donc canaliser toutes les eaux pluviales, malheureusement est resté en route. Oui. Voilà, il est resté en cours de route et tout le monde l'a bouché. Une rencontre avec les acteurs du dossier est programmée. Elle donnera le top départ aux travaux de réhabilitation et de remise en service de l'ouvrage. Plus loin, à Koumassi, c'est devant le lycée moderne que l'équipe s'arrête. Des élèves qui enjambent des immondices pour se rendre en cours. Quand ils ont fermé ici, ils sont obligés de rentrer par ici, souvent aussi blessés. Et puis on ne peut pas bien dominer le quartier, les moustiques nous piquent. Servitude encombrée, construction anarchique, la ministre interpelle les populations. L'homme est fait pour vivre dans un cadre de vie sain, propre. Il y va de notre santé et de l'avenir de nos enfants. Bientôt la grande saison des pluies, des mesures d'urgence devraient être présentées en Conseil des ministres en vue de faire face au plus tôt à ces difficultés d'Abidjan Sud. Cette bonne nouvelle pour les parents de 2 enfants enlevés le 25 février dernier à Mans. Ils ont été retrouvés et remis à leur famille. Un dénouement heureux à mettre à l'actif du procureur de la République de Mans et des services sociaux. C'est ce que nous dit Evoué. Fin d'après-midi mouvementé ce mercredi 2 mars 2016 au Palais de justice de Mans. La raison, 2 enfants enlevés depuis une semaine ont été retrouvés sains et saufs. Les faits, le samedi 27 février, le petit Koulibaly Madjib, âgé d'1 an 8 mois, est enlevé par la servante qui était à son 2e jour de travail. Et cela au domicile de ses parents au quartier du Laboukou de Mans. Commence alors une course contre la montre par les parents. Police, gendarmerie, avis de disparition dans les lieux publics, rien jusqu'au lundi 28 février. Le centre social est saisi par le père Koulibaly Suleiman. L'affaire est portée chez le procureur de la République. J'ai aussitôt appelé monsieur le procureur et avec qui il a pris rendez-vous. Il n'a pas perdu le temps. Quand on est arrivé, il a essayé de comprendre d'abord la situation et appelé tous ses collaborateurs. Ainsi, chacun a mis la main à la pâte jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ait cette joie qu'on partage aujourd'hui avec la famille Koulibaly. Le petit Madjib est donc retrouvé avec sa présumée ravisseuse et un autre enfant. Il se nomme Bamba Sekou, âgé de 2 ans, enlevé dans un marché de Mans depuis le 25 février. Ils ont été retrouvés dans un village près de la ville de Diokoué. L'émotion est indescriptible chez les parents. Je ne dormais pas, je m'en vais prendre mon ambition, je vais prier. Je n'arrive pas à prier. Oui, je suis là. Je ne sais pas ce que je vais dire quoi. Donc je remercie Dieu. Depuis ici né, jusqu'à aujourd'hui, ça ne m'a jamais arrivé. C'est dans un film et dans la bouche des autres, j'attends que ce genre de trucs se passent. Vraiment, les conseils que je peux donner,
c'est d'être vigilant. Je ne m'attendais plus à mon enfant. Et effectivement, c'est le lieu de demander aux parents de demeurer vigilants. Ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à ce dénouement heureux. Vous l'avez dit, avoué. On s'intéresse à présent à cette conférence de presse du directeur général du MASA. Le marché des arts et du spectacle africain ouvre ses portes demain, samedi, ici même à Abidjan. Tout est fin prêt, c'est ce qu'il faut noter, en tout cas pour accueillir les participants, au nombre desquels 300 diffuseurs. Guillaume Zéré, Serge Colia. Concerts et spectacles éclatés pendant une semaine à Abidjan, Bouaké, Grand Bassam et Adzopé. Plus de 1000 artistes venus d'Afrique et du monde entier pour tenter de convaincre 300 diffuseurs internationaux. Assurément, les mélomanes ivoiriens vont vivre dans moins de 48 heures un des événements culturels les plus riches en termes de talent et de valeurs artistiques sur le continent africain. Les premiers festivaliers sont déjà là, comme l'a indiqué le commissaire général. Ça nous permet aussi de réaliser l'un des objectifs du MASA et de toutes les entreprises culturelles, c'est-à-dire mettre les professionnels en situation de travail, de connaissance, d'échange mutuel. Et nous pensons que ce point de vue-là, nous allons atteindre nos objectifs. Cette année, toutes les têtes d'affiche annoncées pour les grands concerts qui vont rythmer la fête ont donné leur accord de principe. Aucun risque de désagrément comme cela s'est fait l'année dernière avec l'artiste Arafat DJ. La question de la programmation et des programmations est une question qui n'est pas liée de notre fête. Sinon, nous, si on dit tu joues à tel jour, notre intérêt c'est que tu joues à cette heure-là, quitte à ce que tu le fasses avec 30 minutes de retard, mais il faut jouer. L'une des innovations de la 9e édition du MASA est la participation de la diaspora africaine. Des professionnels des États-Unis et 2 troupes venues de Salvador de Bahia seront de la fête. Pour finir, le directeur général a invité les populations à participer à ce rendez-vous culturel. Il a rassuré les uns et les autres sur la sécurité autour de l'événement. Voilà, rendez-vous est donc pris pour demain. Hors de chez nous, pour terminer, le second tour de la présidentielle au Niger, ce sera le 6 mars prochain. Plus de 4 millions d'électeurs attendus aux urnes pour départager le président sortant Issoufou et Hama Amadou, emprisonnés pour une affaire de trafic de bébés. À 2 jours du scrutin, l'opposition réclame sa libération. Après s'être vu refuser mardi dernier l'accès à leur candidat écroué à la prison de Filengue, les ténors de l'opposition demandent sa libération provisoire. Nous sommes détenteurs du permis de communiquer qui nous a été régulièrement donné par la Cour de cassation. On nous a soumis à toute une acrobatie qui consiste à dire qu'on ne peut pas voir Hama collectivement, il faut les voir individuellement. Nous sommes surpris de ces mesures-là qui sont prises, qui, au lieu d'alléger aujourd'hui la tâche à Hama pour qu'il puisse être en contact avec ses militants, on continue encore à créer des conditions extrêmement difficiles. Les conditions de détention d'Hama Amadou sont la goutte d'eau qui fait déborder le vase des griefs de l'opposition. Ils appellent le pouvoir à mener une lutte loyale dans ce second tour du scrutin présidentiel. Ceux qui sont en face de nous, notamment le président Issoufou, n'est pas prêt à mener une lutte légale, une lutte loyale, une lutte à égalité en face de la COPA, en face de notre candidat. Et c'est une situation que nous dénonçons et nous pensons que tous les démocrates doivent se mobiliser parce que c'est une situation inédite que nous ne pouvons plus continuer à cautionner. Prévu pour le 20 mars prochain, le second tour de la présidentielle au Niger opposera le président sortant Amadou Issoufou à Hama Amadou, candidat prisonnier de l'opposition. Il est poursuivi dans une affaire controversée de trafic d'enfants datant de l'année dernière. Un reportage signé Salima Toudia et Christelle Menin qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, 10h. RTI 1, la chaîne qui rassemble.